C'est une étape importante, indispensable même pour le bachelier qui se projette dans l'avenir et qui réfléchit à son métier. L'orientation scolaire, que ce soit avant ou après le bac, cette étape décisive, si elle est mal négociée, peut engendrer ce qu'on appelle la déperdition scolaire. Au Bénin, fort heureusement, des efforts ont été faits afin de faciliter la tâche aux bacheliers. Du guide d'orientation à la mise en place d'une plateforme digitalisée pour le choix des filières, eh bien, rien n'a été laissé de côté. Mais quel regard peut-on jeter sur cette réforme? Ce sera dans le décryptage avec les confrères. Et puis, on parle en seconde partie de cette émission de l'exclusion financière. L'un des principaux défis auxquels travaille le Bénin, d'autant d'ailleurs que c'est l'un des leviers essentiels pour aider les populations qui n'ont pas accès aux services financiers d'atteindre une meilleure qualité de vie. Comment donc réduire l'exclusion financière? Ce sera avec notre invité dans le dossier de la semaine. Bonjour et bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, vous êtes bel et bien sur votre émission dominicale Wikeko. Tout de suite, on va à la rédaction. C'est le mini-journal. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal de ce dimanche sur Wikeko. Le blog, c'est ce type de site internet particulier qui peut être présenté comme une sorte de journal intime publié sur la toile et accessible aux internautes du monde entier. Peut-on sécuriser son blog? La réponse est oui. Mais comment procéder? Rodrigue Babagbeto et Donatien Falola ont cherché à savoir. Suivez le reportage. Grâce et Digital Marketer tient également un journal personnel en ligne depuis 2016. Un an après la création de son blog, elle est victime d'un événement fâcheux. C'était en novembre 2017. Je faisais déjà un an. Donc, je voulais faire l'anniversaire de mon blog, les 1 an du blog. Je me connecte à mon blog et puis voilà ce que je vois. Et là, il y a Hacked by. Sur la page d'accueil, des inscriptions dans un langage qu'elle ne maîtrise pas. Elle n'a plus accès à son blog. Elle est victime d'un piratage. C'est vraiment épuisant en fait de perdre son site et tout ce qu'on a eu à faire pendant des années. Quand j'ai été piratée, j'ai perdu une partie du contenu. Pourtant, elle aurait pu éviter cela. Emmanuel est formateur en sécurité en ligne. Pour lui, la protection d'un blog est élémentaire. Il faut faire les mises à jour. Les pirates, les hackers, ils sont très forts. Ils génèrent souvent ce qu'on appelle les failles de sécurité. Quand on fait la mise à jour, ça permet en fait d'assurer une certaine sécurité sur le site. Maintenant, ça est beaucoup plus technique. Il y a des plugins qu'on installe, des extensions de sécurité qui peuvent en fait bloquer les connexions à votre blog. Il n'y a pas de sécurité fiable à 100%. Mais par précaution, le mot d'ordre reste la vigilance. Le mieux à faire, en fait, c'est d'être vraiment vigilant et d'utiliser des astuces, de renouveler souvent son mot de passe, d'éviter les Wi-Fi trop gratuits, les Wi-Fi publics surtout, où les gens peuvent facilement copier vos données ou pirater votre blog. Le blog est le reflet de la personnalité de son propriétaire. En assurant la sécurité de son blog, le blogueur se protège lui-même et protège ses lecteurs. Le savez-vous, il existe des droits spécifiques relatifs à la santé sexuelle et reproductive. Très peu de personnes le savent, mais les connaître et les assumer constitue un impératif. Le non-respect de ceux-ci nuit à des millions de femmes et aux sociétés. Quel est le contenu de ces droits et où en est-on au Bénin en ce qui concerne leur mise en application? Les détails dans ce reportage de Alessandra Thioton. Ce sont des prérogatives reconnues à tout être humain. Les droits de la santé sexuelle et reproductive sont universels. Au Bénin, ils sont consacrés par la loi du 3 mars 2003
relatives à la santé sexuelle et à la reproduction. La santé d'abord, c'est quoi? C'est un état complet du bien-être physique, mental et social, et non seulement l'absence de maladie et d'infirmité. Et lorsqu'on définit la santé ainsi, on la rattache à la reproduction. Et à cet effet, on parle beaucoup du droit à la santé des hommes, mais surtout des cibles particulières, les adolescents et jeunes et les femmes. Je vais citer des exemples pratiques. Vous voyez la femme qui est à la maison, qui a des ennuis de santé, mais qui est obligée d'attendre que son mari, qui a voyagé ou qui est allé dans un champ quelque part, ou s'entendre, doit revenir lui donner des instructions avant qu'elle ne décide d'aller à l'hôpital. Droit d'accès aux soins et services de santé, à la confidentialité, à la sécurité de la personne, droit à l'information et à l'éducation et le droit à la non-discrimination sont entre autres droits reconnus. Spécifiquement, le droit à la santé reproductive sous-entend la capacité d'avoir une vie sexuelle satisfaisante et sûre, les moyens de se reproduire et la liberté de décider du nombre d'enfants voulus en temps voulu. Dans les hôpitaux et centres de santé, comme ici au Centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant, CHUMEL, les agents ne ménagent pas leurs efforts pour sensibiliser à la planification familiale. C'est difficile, la planification familiale au Bénin, tout le monde sait ça. Les femmes n'aiment pas choisir, n'aiment pas venir faire la planification. Il suffit de choisir la méthode qui convient à chaque femme. Maintenant, si on utilise une méthode et que les effets secondaires ne sont pas supportables, on peut toujours changer. L'autre cible particulière quand on parle de droit à la santé sexuelle et reproductive, c'est le groupe des adolescents et jeunes. Lorsque nous avons une clinique de santé de la reproduction où des mamans de 40 ans, de 60 ans viennent pour des soins et l'adolescent de 16 ans, 18 ans viendra au même endroit, il y a un problème qui se pose. Les jeunes ont besoin de spécificité pour leur santé. Ils ont besoin de confidentialité. Autant d'impératifs qui justifient la mise en place de centres d'écoute pour adolescents et jeunes, de même que d'autres mesures spécifiques liées aux cibles particulières. La mer occupe la plus grande partie de la surface terrestre. La mondialisation des économies repose sur la libre circulation des flux maritimes. C'est par la mer que transitent 90% des marchandises échangées dans le monde. Aussi, 30% des hydrocarbures consommés dans le monde proviennent-ils de la mer. C'est un véritable enjeu de trafic maritime et de navigation. Cependant, au-delà du rôle qu'elle joue, la mer est essentielle pour la croissance économique de toute nation. Josué Daniel Sosa nous édifie un peu plus à travers ce reportage. Son importance pour le développement de l'écosystème n'est pas toujours perceptible. La mer joue un rôle important dans la croissance économique de toute nation. Elle couvre une grande partie de la surface du globe. Notre survie sur Terre en dépend. En matière de biodiversité, il y a plus d'espèces au niveau des mers que dans les océans, parce que c'est interne au continent. Maintenant, la mer constitue la zone d'échange de tampons, d'évaporation pour pouvoir reprendre la formation des nuages pour la pluie. Et c'est dans la mer aussi que vous avez les métabolismes, parce que fournit beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, ça passe aussi par la mer. Il y a aussi la quantité de sel que nous avons au niveau de la mer qui est très utile. Vous allez voir qu'à des moments donnés, on conseille aux gens de consommer ce type de sel-là. Les avantages sont vraiment énormes. Des avantages qui ne cessent d'accroître au fil des jours, notamment dans le secteur des transports maritimes. Environ 80% des marchandises du commerce mondial transitent par la mer. Elle devient ainsi le premier mode de transport avec plus de 9 milliards de tonnes de cargaison chaque année.
La mer constitue le seul élément qui permet de transporter les marchandises de poids très élevé. Tout ce qui est fabriqué en Europe et autres, tout est envoyé dans les pays en développement par la mer. Donc le transport maritime constitue un grand rôle dans le développement économique de toute la nation. Vous allez voir que s'il n'y a pas ce transport-là, il y aura vraiment des problèmes sur le plan économique. Je voulais lancer, comment on appelle, pour que nous puissions, à chacun à son niveau, puisse vraiment protéger la mer et éviter vraiment d'aller déposer n'importe quoi dans la mer. Protéger la mer des déchets est la seule solution qui s'impose à l'humanité pour sauvegarder l'environnement. Pour l'heure, l'Organisation maritime internationale OMI a adopté et continue d'élaborer des mesures pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre provenant des navires et réduire la quantité de déchets marins. Ce sera tout pour le mini-journal de ce dimanche. Ne zappez surtout pas, Wikeko se poursuit avec Ulbaïs Balogun. Merci à vous Nadège Omolade Soni. À présent, on suit Patrick Adiabodou qui a parcouru les journaux de cette semaine pour nous. C'est la revue de presse économique. De nouvelles restrictions pour contrer la propagation des cas de contamination et de décès liés au Covid-19. Le gouvernement béninois prend 14 mesures face à la gravité de la situation, nous apprend La Nation dans sa parution du jeudi 2 septembre 2021. Pour mieux comprendre la substance de ces différentes mesures, l'événement précis va plus en détail et affiche à la une de sa manchette du 2 septembre 2021. Persistance de la pandémie de Covid-19 au Bénin, la vaccination obligatoire pour plusieurs corps. Le journal parle de fermeture des discothèques et structures assimilées, interdiction des rassemblements festifs dans les endroits publics, interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, suspension de la participation de tout agent de l'administration publique ou employé du secteur privé non vacciné contre le Covid-19, des rencontres, réunions, ateliers, forums et séminaires sur le territoire national. Fraternité parle de mesures salvatrices contre le Covid-19. Coopération avec les institutions financières internationales. Le Bénin obtient de la Banque islamique de développement BID une subvention de 86 milliards de francs CFA pour financer 2 projets phares du programme d'action du gouvernement PAG. Il s'agit des projets intitulés Combler les écarts, santé communautaire, ressources humaines et nutrition et projet d'appui au programme d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou. Ce dernier projet va porter sur la construction d'un ouvrage de 13 km composé de collecteurs d'eau pour améliorer la qualité de vie des habitants de plusieurs quartiers défavorisés de la capitale économique du Bénin. L'information est publiée par l'autre quotidien, La Nation, l'événement précis et Le Progrès. Les lignes bougent dans la gestion du foncier au Bénin. Le Progrès affiche à propos à la une de sa manchette du mercredi 1er septembre 2021, mise en place des comités de lotissement vers la fin de la gestion hasardeuse du foncier au Bénin. Plus d'opérations fantaisistes dans les communes affiche la presse du jour. Désormais, la vache à lait est terminée et toutes les opérations de lotissement seront gérées par un comité technique créé dans chaque département. Le dit comité sera chargé de la mise en œuvre des mesures pour l'assainissement, l'achèvement et la clôture des opérations de lotissement et de remembrement foncier urbain. À ce sujet, La Nation nous apprend que les membres des comités techniques sont déjà connus. Fin de cette revue de presse économique. À dimanche prochain. Je le disais à l'entame de cette émission, cela peut avoir l'air d'un nœud gordien quand l'on vient d'avoir son baccalauréat, mais c'est indispensable si l'on veut se projeter sur son avenir. Ce passage obligé, c'est l'orientation scolaire. On en parle dans le décryptage.
Et les confrères sont déjà en plateau avec moi ici. Achille Fatondi. Achille, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. À côté d'Achille, il y a Hubert Djogué. Hubert, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors, Hubert, à votre avis, en quoi est-ce que l'orientation scolaire peut être importante pour un jeune bachelier? Elle est importante parce que après le bac, le jeune bachelier se retrouve à un grand carrefour. Il ne sait pas quel boulevard prendre pour pouvoir aboutir pour aller dans sa destinée. Et il est important qu'on l'oriente, qu'on l'aide, qu'on le guide afin qu'il n'aille pas vers la déperdition scolaire, comme vous l'avez dit. Donc, beaucoup de choses se font déjà. Nous, en notre temps, n'avons pas eu ces occasions. Sinon, on se serait orienté vers d'autres métiers. Mais nous ne regrettons quand même pas nos choix. Alors, Achille, est-ce que vous partagez un peu cette vision de l'orientation scolaire? Ben oui, pourquoi est-ce qu'on étudie? C'est pour bien se prendre en charge avec un métier ou avec un emploi. Donc, le parcours scolaire débouche justement sur un emploi, sur un métier. Et quel métier? Quel emploi? C'est là la grosse question. Il faut que cela soit bien compatible avec les aptitudes de l'apprenant, avec les compétences ou les talents de l'individu. C'est pour cela qu'il faut s'orienter. Alors, à votre avis, on est tous d'accord que l'orientation elle est importante, mais à quel moment est-ce que l'orientation devrait intervenir? Oh non, j'ai envie de dire dès le premier jour où on vous inscrit à l'école. Parce que, en fait, moi, j'ai toujours pensé que l'orientation est un processus qui consiste à déceler en l'apprenant ses aptitudes non seulement physiques, mais morales, aussi bien intellectuelles. C'est-à-dire que c'est un ensemble de choses et ça commence à la maison. L'État ou le gouvernement ou les enseignants ne peuvent pas forcément jouer ce rôle-là. C'est d'abord le parent qui, dès la naissance de son enfant, suit l'enfant et essaie de voir dans son évolution, dans sa croissance et autres là, quels sont les domaines dans lesquels il éprouve, il a vraiment des prérequis ou bien il arrive à exceller. Et l'enseignant essaie aussi de jouer sa partition en essayant chaque fois de le mettre face à des épreuves à l'école. Lors des compositions, lors des examens, on essaie d'identifier ces domaines vraiment de prédilection. Tout cela réuni permet finalement de savoir dans quel couloir professionnel cet apprenant ou cet individu va forcément exceller. Donc c'est un long processus qui démarre depuis le premier jour de l'inscription jusqu'au jour où l'enfant même arrive à avoir, on dira, le raisonnement qu'il faut, le discernement qu'il faut, afin que lui-même puisse vraiment savoir qu'est-ce qui me va vraiment en fonction de mes compétences, de mes aptitudes, de mes propres, de mes rêves, voilà, pour être plus bref. Alors Hubert, Achille, je pense que c'est déjà depuis le bas âge à l'école qu'il faut commencer l'orientation. Au Bénin, malheureusement, l'orientation, on l'a souvent quand on vient d'avoir le bac. C'est un peu tard. C'est tard. Achille l'a dit, je suis parfaitement d'accord avec lui. Par rapport au gouvernement, je pense que d'abord, le gouvernement a pris une décision l'année dernière qui a corrigé un peu quelque chose. Il s'agit de la suppression des séries ML et MC et en 4e. Parce qu'il y a des enfants qui étaient peut-être prédestinés aux sciences, mais à cause de la facilité, de l'esprit de facilité, ils préfèrent aller en série ML où il n'y a plus de sciences. Et malheureusement, lorsqu'ils ont le BEPC, les parents décident de les envoyer dans les lycées. Et là, on se rend compte qu'ils ne sont pas aptes à faire les lycées et ils sont laissés sur le carreau. Vous voyez, donc c'est déjà à ce niveau-là. J'apprécie quand même cette mesure qui prend effet à partir de cette rentrée scolaire qui s'annonce. Mais dans l'un ou l'autre des cas, je pense personnellement qu'il serait quand même bon que le gouvernement descende jusqu'au niveau de la classe de seconde, c'est-à-dire juste après le BEPC, pour faire ces sensibilisations afin que le candidat s'oriente. Là, il est déjà mûr, il a déjà une idée de ce qu'il peut
faire parce qu'un enfant qui est en 6e, même quand vous l'orientez, vous lui parlez de l'orientation, bon, il ne s'intéresse pas trop, il est encore enfant. Exactement. Mais dès qu'il a le BPC, il commence par prendre conscience de son avenir, des enjeux qui sont devant lui, du métier qu'il aura à exercer dans l'avenir. Et donc, et après le BPC, je pense que il serait pertinent que le gouvernement fasse tout ce qui se fait aujourd'hui autour de l'orientation, guide d'orientation, les séances d'orientation et tout ça. C'est un effort qu'ils sont en train de fournir, c'est bon, mais il serait pertinent quand même que cela soit fait juste après le BPC pour que les candidats sachent où aller. Alors justement, on se rend compte que même malgré les séances d'orientation, quand même, il y a des étudiants, des bacheliers qui arrivent à l'université, choisissent des filières qui ne sont pas vraiment de leur domaine. Après 1 année ou 2 années, déjà, échec sur échec, ils se rendent compte que malgré la séance, j'ai mal choisi la filière. Justement, et Achille vient de le dire, l'enfant a des aptitudes qu'on ne peut pas laisser de côté. Et cela, les parents d'abord à la maison doivent, et il a dit, je suis parfaitement d'accord, les parents doivent jouer leur rôle d'encadrement et même de développement de ces aptitudes-là. Et lorsque l'enfant a atteint ce seuil de développement de ses aptitudes, de ses compétences, je pense qu'à l'université, il n'aura pas de problème. Et convenez avec moi, je connais un étudiant, il a fait le Bénin ici avec nous et tout ça, il a fait les lettres, mais lorsqu'il a eu l'occasion d'aller aux États-Unis, le gars s'est inscrit en aéronautique et il a été meilleur de sa promotion et aujourd'hui, il est un expert, il est un ingénieur. Vraiment. Mais l'aéronautique n'a rien à voir avec... Avec les lettres, malheureusement, mais voilà. C'est un problème. Alors que lorsqu'il était dans les basses classes, il avait des aptitudes par rapport aux sciences. Bon, malheureusement, il s'est retrouvé en lettres. Voyez. Donc, ces orientations d'orientation corrigent aussi un peu ces petits problèmes-là. Voilà, alors, Achille l'a dit, la responsabilité incombe beaucoup plus aux parents, après aux enseignants, après, on va dire, au système éducatif de façon générale. Mais voilà que les parents même se retrouvent parfois laissés de côté. Avec l'évolution technologique aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui n'ont pas vécu ce que vivent leurs enfants. Et là, vous mettez en cause la responsabilité du parent. Ouais. Quand on est parent, c'est une responsabilité qui exige de vous d'être à la pointe, ou je dirais faire l'effort, d'être dans le mouvement évolutif de la technologie. Ouais. Donc, un parent soucieux de l'avenir de son enfant doit s'interroger sur ce qui change dans son environnement et ce qui constitue des éléments nouveaux dans le processus d'intégration ou d'orientation de son enfant. Les psychologues, si on les interroge, vous diront peut-être que pour savoir vraiment quel est le couloir idéal à son enfant, il faut commencer par essayer de le tester à la maison. Et combien de parents le font ? Combien le font ? Mettre par exemple devant lui des jouets, par exemple, lorsqu'il est tout petit, essayer de voir vers quel jouet il s'intéresse le plus. Ça permet donc de commencer par savoir, déjà, il essaie. Ça ne veut pas dire que c'est la solution définitive. Mais au moins, c'est déjà ça. On commence par le suivre et on voit si, en le renforçant, en l'appuyant, est-ce qu'il approfondit ses connaissances dans le domaine. Ça peut varier, mais c'est déjà ça. Après, à l'école aussi, l'enseignant, je l'ai dit, lors des évaluations, essaie chaque fois de déceler un peu les zones, les domaines de prédilection. Mais comme vous l'avez dit, ça interroge aussi le programme. Absolument. Le programme scolaire. Ailleurs, c'est vrai que d'autres n'aiment pas qu'on cite les exemples ailleurs, mais on est obligé. On est obligé, il faut se comparer aux autres. Parce que ce qui marche ailleurs, il faut toujours voir cela et en tirer toujours profit au bénéfice donc, de ce qu'on a au plan local. Qu'est-ce que les gens font ailleurs en termes d'orientation ? Quel est le programme qui permet toujours d'arbitrer ? Parce que c'est aussi une question d'arbitrage. Est-ce que si on a affaire à 20 apprenants et que les 20 disent par exemple qu'ils veulent faire la mécanique, est-ce que c'est une décision judicieuse de dire tous les 20 vont en mécanique? Pas forcément. Donc ça répond aussi à un programme non seulement global
à une vision globale aussi du gouvernement et à ce que le gouvernement veut aussi pour son pays, des exigences et des réalités du pays, les métiers qu'on veut pour le pays. Je pense que ça va venir peut-être dans le développement. C'est ce que le gouvernement fait en ce moment avec le développement des écoles techniques, avec l'insertion dans le supérieur d'un certain nombre de formations, de filières, toute chose qui n'est pas mal. Alors, il y a quand même certains qui préconisent ce qu'on appellerait l'école des parents pour aider un peu les parents à ne pas être à la traîne de la technologie, de la digitalisation, de ces trucs tout nouveaux que les enfants manipulent au quotidien, mais que les parents regardent un peu de loin. Bon, avant même d'adresser ce point, je voudrais dire un mot par rapport à l'intervention d'Achille. Je ne suis pas totalement d'accord parce que ne demandez pas aux parents qui à Tchabi comment, qui ne trouvent pas à manger, qui a des difficultés à donner même le petit déjeuner à son enfant, d'aller acheter des jouets, non, quand même. Oui, mais cet enfant-là, ce parent-là fait comment alors pour mieux orienter son enfant? Mais ce parent, il est là, il va subir, il n'y a rien à faire. Il va subir. Maintenant, pour corriger, oui, je suis d'accord, les parents qui ont les moyens de le faire peuvent le faire. Ça, il n'y a pas de problème. Mais l'État peut suppléer à ces parents qui sont dans cette situation-là. Comment? Les séances d'orientation. En réalité, le gouvernement devrait associer les parents. Les parents aussi connaissent très bien les enfants, parfois même plus que les enfants même, et savent que mon enfant, avec ses aptitudes, ses compétences, il peut aller dans tel ou tel secteur. Et si ces parents-là étaient associés, assistaient et participaient également activement à ces séances d'orientation, ils pouvaient également opiner. Sur ce point, je suis d'accord. Un parent, on doit les associer. On doit faire une éducation à l'orientation également à l'endroit des parents. Je suis d'accord. Mais un parent ne doit pas dormir. Un parent ne doit pas attendre que ça vienne. Hubert, le parent qui n'a pas suffisamment de moyens, qui se cherche au quotidien. C'est un faux argument, je vous en prie. Lorsque vous êtes... il faut manger d'abord, c'est dans tous les domaines, je vous en prie. Vous ne pouvez pas vouloir l'excellence de votre enfant, le progrès de votre enfant et attendre qu'une autre personne vienne vous le faire. Vous faites le minimum. Vous faites le minimum par vos propres investigations. Si vous-même, vous n'êtes pas cultivé, si vous n'avez pas les notions ou bien les informations qu'il faut autour de vous, voyez autour de vous, il y a forcément des étudiants qui ont fait l'aventure de la ville et qui reviennent et qui peuvent vous informer, chez qui vous pouvez prendre des informations. Il y a non seulement ça, des parents que vous avez qui ont déjà franchi des étapes, qui sont dans la ville et qui savent qu'est-ce qui se passe, quelles sont les nouveautés, qui peut vous informer. Un parent donc qui s'investit et qui travaille à avoir les informations actuelles aura le minimum. Et c'est ce minimum qui le guide et qui va faire sa différence avec celui qui dort. C'est ça la chose. Je suis d'accord que le gouvernement a un rôle à jouer. Il faut forcément associer les parents. Parce que si on n'associe pas les parents, ça fait plus d'obscurité dans leur guidage. Mais le parent ne doit pas rester les bras croisés. Il ne doit pas rester les bras croisés et attendre que ça vienne du ciel, comme on dit. Mon cher Achille, c'est ça. Et ça, c'est l'idéal. Mais la réalité sur le terrain, ce n'est pas ça. Maslow l'a dit et il a bien placé les besoins de l'homme. Oui, mais quand on connaît les besoins fondamentaux, le parent qui n'a pas trouvé à manger lui-même d'abord. C'est ça. Écoutez, il y a des écoles où moi j'ai vu dans une école dans l'arrondissement de Orukayo, dans Kouandé, des élèves qui ne vont pas à l'école dans la saison champêtre. Ils ne vont pas. Et pour faire même des évaluations, les enseignants sont obligés d'aller les chercher dans les champs à la veille pour les avertir, pour qu'ils soient présents. Bon, ces cas-là, par exemple, comment vous voulez que ce parent qui est déjà moulé, d'abord lui-même, il ne sait même pas, il n'a même pas de téléphone portable, il n'a même pas de télévision. Vous voyez un peu ce que je viens de dire? J'ai utilisé un mot qui vous échappe, j'ai parlé d'un parent soucieux. Mais ce parent est dans son couloir. Un parent soucieux de l'évolution. Moi, j'ai connu aussi des parents. J'ai connu aussi des parents. Dans les contrées les plus reculées, s'il vous plaît, j'ai connu aussi des parents qui, moi, lors de mes passages, m'interrogeaient sur l'actualité qui concerne les bacheliers. C'est déjà ça, un parent soucieux. Quel que soit ton secteur d'activité, que tu sois agriculteur
ou, je ne sais pas, mécanicien, cela ne suffit pas pour que tu puisses cloisonner ton enfant dans ce domaine d'activité. Non. Si tu es soucieux de son avenir, si tu veux qu'il évolue et que tu as un rêve pour lui, tu dois t'interroger, tu dois sortir de tes limites et essayer de poser tes problèmes, n'est-ce pas, auprès de ceux qui peuvent t'apporter l'information. C'est ça un parent soucieux. Un parent qui n'est pas soucieux, c'est tout autre chose. Et ça correspond à ce que vous décrivez. Bon, on ne va pas dire que le parent... Je suis d'accord avec vous, malheureusement. Mais c'est relatif. C'est l'idéal. Voilà. Je l'ai dit et je le répète, c'est l'idéal. Ce que vous dites, c'est l'idéal. Mais la réalité, ce n'est pas ça. Ce parent vous dira qu'avec le champ, son enfant peut être heureux demain. Et il y a même des cas aussi. Donc, ceux-là, peut-être, leur donner des informations et adapter ça à également leur réalité. D'où la nécessité peut-être de filières techniques. Techniques, voilà, c'est là où je devrais en venir. Vous voyez, les lycées techniques et tout ça, agricoles et autres. C'est pas facile pour ces gens. Peut-être que c'est aussi là qu'il faut se réjouir des séances d'orientation organisées par le gouvernement. Maintenant, est-ce que ces séances d'orientation-là vont justement jusqu'à ces parents-là? Mais c'est ce que l'on est en train de dire. Il faut que les parents soient associés en amont. Même bien avant ces séances-là, il faut qu'il y ait, comme vous l'avez dit, une école des parents pour que les parents aient les vraies informations. C'est vraiment progressif aussi. Alors, on va poursuivre parce que le temps est en train de partir. On va poursuivre. Il y a cette plateforme-là qui a été mise en place par le gouvernement après mon bac, voilà. Qui est une plateforme, on va dire, une innovation excellente pour aider quand même les enfants à mieux s'orienter et à choisir leur filière. C'est génial. C'est une réforme exceptionnelle. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette réforme-là. Parce que après le bac, les candidats vont commencer par courir pour aller à la DGS, pour commencer par... Il y a agglutination, alors que nous sommes dans un contexte de Covid et tout ça. Je pense que le gouvernement a très bien réfléchi. Seulement, il y a des choses encore pas faites à ce niveau-là. Vous voyez, jusqu'à l'heure où nous sommes, alors que c'est aujourd'hui que la plateforme sera refermée, et il y a plein de candidats. Et selon les informations que j'ai reçues jusqu'à hier, à 75% des candidats, ils ne sont même pas allés, allés faire l'inscription. Alors que nous voulons quand même régler un problème. Donc, et ces inscriptions-là doivent permettre et après au gouvernement de faire des choix de filières et tout ça. Donc, c'est toute une machine et tout un processus. Voilà que jusque-là, et même la plateforme bégaye. Oui, évidemment, parce qu'il y a beaucoup qui tentent d'y avoir accès. Mais bon, c'est peut-être qu'il faut peut-être revoir le moteur même de la plateforme pour que cela puisse prendre un grand nombre à la fois. C'est peut-être aussi le plus... C'est un autre enjeu, c'est le même enjeu d'ailleurs que subit les bacheliers quand ils ont le bac pour accéder aussi à avoir leurs résultats. Et ça pose également le problème aujourd'hui, vouloir digitaliser, mais avec un taux de pénétration d'Internet qui est encore relativement il faut déjà se réjouir de cette solution du gouvernement. Pour un monde qui évolue au pas du numérique et de la digitalisation, on ne peut pas juger négatif ou négative cette solution. Maintenant, c'est effectivement ce que pose mon confrère Diogé, c'est qu'en est-il des inégalités en matière d'inclusion numérique dans notre pays? À part Cotonou et à part quelques villes, qu'en est-il de l'Internet, comme vous le dites? C'est vrai qu'on a entendu parler des classes numériques, on a entendu parler des points d'accès numériques, on est même allé jusqu'à créer des points pour communautaires, pour permettre aux jeunes, n'est-ce pas, de pouvoir avoir accès à l'outil. Mais dans le fond, comment ça fonctionne? Bon, là, il faut éduquer, il faut davantage que l'État, et je pense que ça se fait certainement, il faut renforcer la plateforme, il faut checker chaque fois, il faut essayer de faire les mises à jour qu'il faut, de sorte que vraiment l'ambition derrière cette réforme puisse vraiment aboutir. L'autre chose, c'est au fond une forme de contradiction aussi qui ressort quelque part, parce que vous savez, aujourd'hui, on parle de l'usage aussi de la technologie dans les classes. Dans les classes. Voyez-vous, en classe, on interdit
aux enfants encore d'utiliser d'utiliser le téléphone portable. Et d'aller même sur la technologie. Vous voyez, et bizarrement, excusez-moi le mot, on leur dit allez maintenant. Donc, pour une personne... Ils ne sont pas suffisamment éduqués. Voilà, qui n'était pas habitué à manipuler l'outil, qui doit maintenant à un processus important de son évolution, aller sur... ça pose forcément des difficultés et je ne sais pas quels moyens et quel... Ça renvoie à un travail à faire sur les systèmes de la formation à dispenser dans les écoles. Voilà. Et on va finir là-dessus. 30 secondes. 30 secondes. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour que les années prochaines, l'orientation ait beaucoup plus d'impact? Bon, je pense que chaque année permet toujours de tirer des conclusions. C'est une expérience et ça permet toujours de poser de nouveaux pas. Un peu comme les plateformes que vous évoquez maintenant. Ce n'était pas des choses... voilà, donc on évolue, on améliore, on essaie de réajuster chaque fois. Et c'est ça, il faut que ça soit continuel. Il faut que le gouvernement approfondisse encore davantage, que les spécialistes, les acteurs autour de ces réformes, autour de ces plateformes-là puissent aussi se mettre vraiment à l'œuvre et être soucieux de la réussite de ces projets-là, au bénéfice donc des approuvés. Je pense que le gouvernement a souci de former des citoyens beaucoup plus techniques. Et je propose que le gouvernement, sinon je souhaite que le gouvernement, pour ces séances d'orientation, descende jusque dans les classes de seconde, les classes secondes pour pouvoir mieux aider les apprenants de ces classes-là à savoir où ils vont clairement. Et également à démystifier cette affaire du numérique dans les écoles, là, que le gouvernement puisse démystifier la chose. Parce que ce que nous vivons sur les campus, l'année dernière, où les cours devraient être dispensés en ligne, mais c'était du n'importe quoi. Et je crois qu'il faut évaluer tout cela et prendre des décisions qui s'imposent pour que l'année qui vient ne soit pas encore... Qu'on ne vive plus les mêmes situations. Merci à vous, chers confrères. Hubert Diogué, merci. Achille Fatondi, merci également d'être passé. On installe tout de suite le dossier de la semaine. L'accès des populations aux services financiers constitue aujourd'hui l'une des principales sources de développement socio-économique et même de lutte contre la pauvreté. Un enjeu face auquel la réduction de l'exclusion financière devient impérieuse. Comment y arriver? Eh bien, on suit cet élément avant de recevoir notre invité. On parle d'inclusion financière lorsque les populations accèdent à des services financiers formels et donc des services proposés par des institutions financières agréées. Et lorsque ces populations accèdent à des services qui sont adaptés à leurs besoins, il y a une Bible de l'inclusion financière en Afrique de l'Ouest. C'est la stratégie régionale d'inclusion financière de la BCEAO qui a défini déjà la cible pour parler de l'inclusion financière, notamment les jeunes, les femmes, les populations rurales, les agriculteurs, les micro, petites et moyennes entreprises, les personnes à faible éducation financière. Quand on parle d'exclusion financière, c'est l'opposé de l'inclusion financière. Alors, des populations qui n'ont jamais accédé à des services financiers formels, pour moi, sont des exclus financiers. La réussite d'une inclusion financière, quand vous prenez donc les pratiques au plan mondial, s'appuie sur 4 éléments. Il y a une bonne réglementation, une bonne éducation financière, une bonne protection des consommateurs et une bonne expérience client. Alors, si l'un des 4 éléments n'est pas au rendez-vous et qu'un client qui avait accédé à un service financier formel décide de ne plus utiliser un service financier formel, celui-là devient un exclu financier. C'est-à-dire que parce que mes intérêts ne sont pas protégés, parce que je ne suis pas protégé en tant que client, parce que je n'ai pas une bonne éducation financière, donc je n'ai pas une bonne compréhension des services financiers qui me sont proposés, ou mes plaintes ne sont jamais bien traitées par les institutions financières, ou parce qu'il y a une réglementation qui ne sécurise pas mes transactions. C'est des situations qui peuvent m'amener à décider de ne plus bénéficier d'un service financier. Ce qui veut dire que je peux avoir été inclus financièrement et du jour au lendemain devenir un exclu financier. Le simple fait de demander que tous les agents de l'État ouvrent un compte bancaire pour pouvoir bénéficier de leur salaire, c'est une action qui pousse les agents de l'État à être inclus financièrement. Désormais, ils sont obligés de passer par une carte bancaire. Alors, l'accès à une carte bancaire, c'est l'accès à un service financier, c'est de l'inclusion financière.
Et voilà, l'enjeu aujourd'hui, eh bien, c'est l'accès aux services financiers. L'invité sur ce plateau est Clément Yadonta. Il est le président du consortium Alafia, le consortium qui réunit tous les services, les systèmes financiers au Bénin. Monsieur Yadonta, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous. C'est moi. Et pour m'accompagner dans les échanges, Rodrigue Babagbeto. Rodrigue. Ulvaeus Balogun, bonjour. Chers téléspectateurs, bonjour. Eh bien, Ulvaeus, vous l'aviez dit, c'est une réalité aujourd'hui à laquelle font face des millions de personnes chaque jour. En l'absence de ressources financières, les individus à faible revenu sont confrontés à des difficultés qui les empêchent de vivre une vie meilleure et plus saine de façon durable. Clément Yadonta, on parle d'exclusion financière. Concrètement, quelle définition donner à ce concept? Le concept d'exclusion, comme vous l'entendez bien, c'est que vous avez besoin d'accéder à un service, mais vous n'avez pas peut-être les moyens ou bien même le service n'est pas disponible sur place. Donc, un individu, par exemple, qui a besoin d'un service financier, d'un dépôt ou d'emprunter et se trouve bloqué parce que dans sa zone, aucune institution financière n'est disponible ou bien même elle est là, mais les conditions d'accès sont compliquées. Alors, on sait tout de même qu'en 1999, il y avait 6 institutions de microfinance qui ont été enregistrées. Et tout de suite, en 2017, par exemple, on est passé à 89. À ce jour, en 2021, on a combien de structures financières au Bénin? Actuellement, nous avons plus de 100 institutions. Et les systèmes financiers, comme on le dit, systèmes financiers décentralisés, qui sont enregistrés, et c'est celles qui ont reçu un agrément par le ministre en charge des finances. Parce que tout ce que nous voyons sur le terrain, il y a parfois des institutions illégales. Donc celles qui sont nos membres sont des systèmes financiers décentralisés agréés. Et ils sont sur l'ensemble du territoire national. On peut dire que celui qui est, je ne sais pas, très loin de Cotonou, dans un après Kétobé ou à Sapé-Onko. Aujourd'hui, il y a au moins une institution financière dans chaque commune, je peux dire. Donc on peut dire au moins qu'il y a 77 institutions financières dans les 77 communes, quoi. Minimum. Vous donnez des chiffres, hein, mais qu'est-ce qui alors cause réellement l'exclusion financière au Bénin? Non, l'exclusion financière, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement la disponibilité d'un point de service, mais c'est aussi les conditions d'accès. Comme par exemple Comme cette disponibilité, c'est-à-dire les points de service sont là, et les conditions d'accès comme le prix. Le prix à payer. Qui est souvent élevé? Non, on ne peut pas dire élevé, mais qui dépasse. Qui n'est pas à la portée. Voilà, qui n'est pas à la portée. Mais il y a aussi la faible concurrence. Quand il n'y a pas 2 structures en concurrence, celui qui est seul, ou bien la structure qui est seule, peuvent se permettre de dicter sa loi. Oui, c'est possible. Mais dans notre domaine, il y a une réglementation. Donc, il y a des taux d'usure qui sont fixés où personne ne peut dépasser. Par exemple, pour les systèmes financiers décentralisés, c'est 24%. Le taux effectif global pour un crédit. Vous ne pouvez pas, tous les coûts payés par l'emprunteur, que ce soit les commissions, le taux d'intérêt lui-même, réunis ne doit pas dépasser 24% du montant emprunté. Et vous êtes sûr que tous les services financiers décentralisés respectent à la lettre 4% là? Ils doivent respecter parce qu'il y a une supervision. C'est vrai, bon, celui qui ne le respecte pas, c'est qu'il prend des risques. Bien sûr. Il prend des risques et il pourrait être sanctionné. C'est vrai, pour le contourner, certains trouvent d'autres astuces pour frais de dossier, frais de ceci. Mais si l'agence nationale passe par là, vous pouvez écoper d'une sanction. Alors on parle d'exclusion financière dans un contexte, on le sait, de pandémie de Covid-19. Est-ce que l'exclusion financière ne s'accentue pas
dans cette période que nous traversons? Bien sûr, on a senti, puisque nos activités, déjà même, comment on appelle, les dispositions qu'il faut prendre pour que nos membres accèdent toujours à nos services. Oui. Et déjà, la maladie elle-même, elle atteint les activités. Oui. Parce que pour venir et opérer, il faut avoir mené une activité. Entre-temps, il y a eu beaucoup de limitations. Oui. Le pays a été scindé en deux. Oui. Et puis, bon, je remercie au passage le gouvernement béninois qui a su gérer au mieux. Oui. Parce que ce n'était pas évident que les marchés continuent d'arriver. On a vu ailleurs, les marchés ont été fermés. Et ça a fait que chez nous, il n'y a pas eu trop de problèmes, de dégâts, surtout que si les marchés se fermaient, les petits marchés, les systèmes financiers décentralisés, c'est beaucoup plus ces petits gagne-pain qui sont nos clients, qui sont nos membres. Donc, fermer cela aurait été une catastrophe. Heureusement, on a su gérer et je vous assure que, avec grande surprise, c'est plutôt un accroissement. Alors justement, face à cette pandémie, au niveau des SFD, parce que vous vous êtes rendu compte, ça, ce n'était pas prévu, la pandémie, elle est venue montrer une autre face de la façon dont il faut gérer les choses. Quels sont aujourd'hui les défis auxquels les SFD font face dans cette période? Dans cette période, nous avons beaucoup plus de problèmes de charges supplémentaires, par exemple. Parce que nous devons mettre tout le dispositif sanitaire au niveau de nos agences, pour tous nos points de service, aux membres d'être. Et il faut aussi souvenir au personnel. Le personnel aussi doit avoir des dispositions, les masques et autres, les gels. Tout ceci, c'est un surcoût pour notre institution, les SFD. Mais au niveau des clients, évidemment, c'est leur activité qui prend un coût. Alors, est-ce que les SFD ont, par exemple, réduit le taux de remboursement? Justement. Fait 4%. Est-ce que les SFD ont pensé, avec la pandémie, on va réduire un peu, chacun va perdre pour permettre aux individus quand même de pouvoir profiter? C'est l'idéal. Mais c'est le coût de la ressource aussi qui pose problème. Mais là aussi, encore, le gouvernement a fait beaucoup. Le gouvernement a mis des fonds au niveau du Fonds national de microfinance, le FNM. Le FNM a des taux, je peux dire bonifiés, parce qu'on peut l'accéder à un taux de 2%. Et là, effectivement, aujourd'hui, ces lignes qui sont affectées pour un peu endiguer le mal, les effets du mal plutôt, et nous permettent aujourd'hui de mettre des crédits à 12%. Ou à 10% selon l'activité. Et là, c'est uniquement par rapport à ces lignes. Les autres ressources que nous recevons d'ailleurs, peut-être pour ceux qui ne sont pas dans le système de collecte d'épargne, ils vont vers les banques pour emprunter, ils ne pourront pas. Mais lorsque vous accédez à ces lignes, parce que c'est spécialement mis pour aider les petites entreprises. Bien sûr. Et là, nous sommes en train vraiment de mettre le paquet par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Vous mettez certes le paquet, mais qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que inclusion financière il y ait réellement au Bénin pour réduire drastiquement l'exclusion financière ou la pauvreté? Surtout parce que les populations ne vivent pas bien, parce qu'ils ont du mal à emprunter de l'argent, rembourser est compliqué. Exactement. D'abord, il faut qu'il y ait l'accès. Une étude de la BCEAO a montré sur 10 ans, par exemple, que de 2009 à 2010, on était en moyenne au niveau de l'implantation des systèmes financiers décentralisés. En 2009, nous étions à 7 institutions sur 1000 km². 7 institutions sur 1000 km². En 2019, nous sommes passés à 645. OK. De 9, on est passé à 645. 645. Ça veut dire qu'il y a une densification de ces institutions sur le terrain. Et cette densification nous permet, avec notre programme en tant que
fêtières, donc, bon, pas fêtières, associations professionnelles, nous avons des programmes de formation à l'inclusion financière. Okay. D'abord, nous formons le personnel des SFD qui prennent le relais pour former leurs clients à l'inclusion financière. Parce que lorsque vous ne maîtrisez pas le système, vous allez croire que vous ne saurez même pas que vous avez la possibilité d'y aller. Bien sûr. Donc, ce programme qui est aussi appuyé par la BCAO, le gouvernement avec le ministère de la microfinance, en charge de la microfinance, puisque c'est le ministère des Affaires sociales et qui est en charge en même temps de la microfinance. Ensemble, nous descendons sur le terrain pour former les populations, leur expliquer comment les systèmes fonctionnent pour que s'ils ont besoin de services, ils peuvent s'approcher de ces institutions-là. Donc notre personnel est entièrement disponible pour que ceux-ci puissent effectivement accéder à ces services. Alors, vous venez de partager avec nous quelques actions menées en vue de favoriser l'inclusion financière, mais n'y a-t-il pas une stratégie nationale d'inclusion financière ici chez nous? Oui, elle se prépare. Le document n'est pas encore sorti parce que vous allez sentir que l'ancien gouvernement avait lancé des actions. Et à l'arrivée du gouvernement de la rupture, il y a eu une nouvelle orientation. Tout à fait. Donc le ministère même a été d'abord un peu mis en veilleuse avec le ministère du Travail. Mais maintenant, ils ont réfléchi à comment effectivement relancer. Vous avez vu aussi qu'il y a la relance des crédits. Bien sûr. Et de microfinance à l'AFIA. Voilà, microfinance à l'AFIA. Donc c'est maintenant que ce document est en préparation. Nous allons l'adopter d'ici peu parce qu'il fait partie de la Commission nationale de la microfinance qui est logée au ministère des Affaires sociales de la microfinance. Donc nous préparons ce document-là pour qu'une stratégie vraiment bien structurée puisse permettre à chaque acteur de se mettre dans le canal. Et si vous nous faisiez des confidences? Exactement. Dites-nous déjà, quels sont par exemple les axes stratégiques à mettre en œuvre concrètement pour que l'inclusion financière il y ait? Les axes sur lesquels vous travaillez déjà au sein de la commission? Aujourd'hui, vous savez que la digitalisation et de la technologie, les nouvelles technologies doivent être absolument utilisées. Et les microfinances, sinon les systèmes financiers décentralisés, ont un peu plus de difficultés à accéder parce que c'est des choses extrêmement coûteuses pour pouvoir avoir ces services. Parce qu'il faut d'abord interconnecter l'ensemble de ces points de service. Quand vous en avez 130, vous voyez un peu ce que ça coûte de mettre tout cela ensemble. Mais il y a à ce niveau-là, la BCAO qui intervient pour faciliter un peu l'acquisition, sinon l'accès à ces technologies avec les OTM qui sont déjà là. Eux, ils sont déjà un peu... Je parle des opérateurs de téléphonie mobile. Bien sûr. Vous savez bien qu'ils sont déjà suffisamment de... Absolument. Ils sont un peu en avance. Sur vous. Mais tout le monde travaille de sorte que tous les acteurs soient ensemble et utiliser ce moyen pour atteindre le maximum. Parce qu'on sait aujourd'hui que presque tout le monde, j'entendais vos confrères dire qu'il n'a pas de téléphone, pratiquement sur ce territoire-là, on dirait que chacun a au moins un petit téléphone. Mais il faudra aussi prendre en compte les populations des zones reculées qui auront tout de même partagent par exemple un téléphone à 10. Voilà. Oui, mais si déjà ils peuvent le partager, ça veut dire que vous pouvez passer par ce dernier pour lui envoyer soit de l'argent ou bien lui-même il peut passer par ce canal pour transférer à un parent. Donc c'est déjà un pas qu'on puisse utiliser ça. Je vous assure qu'aujourd'hui, si vous allez vers le Kenya,
Bien sûr. Les la finance digitale. C'est un jeu d'enfant parce que effectivement l'alphabétisation aussi est très avancée là-bas. Donc ils peuvent utiliser les langues nationales pour pouvoir faire le truc. Mais je pense que progressivement, on va y arriver. Et qu'en est-il alors du mécanisme qui a été conçu dans le cadre du projet d'appui au développement, à la professionnalisation et à l'assainissement de la microfinance? Je veux parler du mécanisme d'appui aux stratégies de marketing et des systèmes financiers. Exactement. C'est l'un des partenaires de notre association qui, d'ailleurs, c'est un système appuyé par, bien sûr, le Canada et notre tutelle avec le ministère de la microfinance. Bien Donc, sûr. il y a un creuset où l'on se retrouve. Et c'est par rapport aux axes tracés par le gouvernement pour l'atteinte de l'inclusion financière qu'il s'agisse. Qu'est-ce qu'ils font? Beaucoup plus. Ils nous apportent, comme je venais de le dire, des moyens pour moderniser nos services. Okay. Ils nous apportent la possibilité de formation. Ils nous apportent aussi leur technologie, c'est-à-dire des compétences des autres systèmes tels que le système canadien qui est déjà assez rodé dans le domaine de la microfinance pour que ceux-là viennent coacher, par exemple, les dirigeants de nos systèmes financiers. Alors Clément Yalonta, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. On va vous laisser dire un mot de fin rapidement avant de conclure. Oui, je voudrais vous remercier pour m'avoir offert ce plateau et évidemment notre tutelle qui fait beaucoup pour l'assainissement parce que vous avez dit tout à l'heure, l'assainissement passe par l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés et qui fait vraiment pour éliminer les mauvaises graines. Exactement. Merci bien. Clément Yalonta, merci. Rodrigue Babagueto, merci également. On en sait davantage sur les leviers à actionner pour atteindre l'inclusion financière au Bénin. Bien sûr. Et ce sera tout pour Week Echo de ce dimanche. Merci pour votre aimable attention. Cette émission, vous pouvez la retrouver en replay sur le site de l'ORTB 3, www.ortb.bj, mais également sur les pages Facebook de Bénin Business 24 et de Week Echo. Portez-vous bien et à dimanche prochain.